Les doigts d'Élodie Dubois tremblaient légèrement alors qu'elle serrait son téléphone, la voix grave de son père, Philippe Dubois, résonnant à travers le haut-parleur, faisant taire le bourdonnement discret de la cabine de première classe du vol Air France Luxe reliant Paris à Nice. L'hôtesse de l'air, Claire Beaumont, qui venait de lui ordonner avec une politesse feinte de céder son siège à un homme d'affaires blanc, restait figée, le visage blême, ses yeux trahissant une panique grandissante. « Savez-vous qui est ma fille ?» tonna Philippe, sa voix portant une autorité qui fit frissonner l'ensemble des passagers. La cabine, jusqu'alors animée par les murmures des voyageurs installés dans leurs sièges en cuir moelleux, plongea dans un silence oppressant. Les regards convergèrent vers Claire, dont les lèvres pincées trahissaient une tentative désespérée de reprendre contenance. Elle venait de comprendre qu'elle avait exigé que la fille de l'un des plus grands investisseurs minoritaires d'Air France Luxe abandonne son siège pour un homme, Jacques Morel, qui n'avait même pas payé pour la première classe. Ce moment, chargé d'une tension palpable, allait-il marquer la fin de la carrière de Claire Beaumont? Était-ce une simple erreur, ou l'éclatement d'une vérité plus profonde sur les pratiques de la compagnie aérienne? Élodie Dubois, une étudiante en droit de 22 ans à la Sorbonne, avait attendu ce vol avec une excitation contenue. Ce n'était pas seulement un trajet de Paris à Nice pour un stage prestigieux dans une firme juridique. C'était une récompense, un symbole de sa persévérance. Pendant des mois, elle avait méticuleusement accumulé des points de fidélité pour s'offrir ce billet en première classe, un luxe qu'elle considérait comme un juste retour pour ses efforts acharnés. Avec une moyenne académique irréprochable, Élodie s'était imposée comme l'une des meilleures étudiantes de son programme, malgré les défis constants auxquels elle faisait face en tant que l'une des rares étudiantes noires dans l'environnement élitiste de la Sorbonne. Lorsqu'elle monta à bord, son élégant sac de voyage roulant derrière elle, elle ressentit une bouffée de fierté. Elle avait travaillé dur, surmonté les regards parfois sceptiques de ses camarades et les attentes implicites de ses professeurs, pour mériter ce moment de confort et de reconnaissance. Mais dès qu'elle pénétra dans la cabine de première classe, l'atmosphère changea. Claire Beaumont, une hôtesse blonde d'une quarantaine d'années, dont le sourire professionnel accueillait chaleureusement les autres passagers, se raidit en voyant Élodie. Son regard, d'abord courtois, se teinta d'une suspicion à peine dissimulée. « Votre billet, s'il vous plaît », lança-t-elle d'un ton sec bien plus tranchant que celui qu'elle avait employé avec les passagers précédents, tous blancs, qui s'étaient installés sans encombre. Élodie, habituée à naviguer dans des environnements où elle devait constamment prouver sa légitimité, tendit son billet avec un sourire poli, déterminée à ne pas laisser cette froideur entacher son expérience. Claire examina le document avec une lenteur exagérée, le tournant et le retournant comme si elle cherchait une anomalie. « Et votre pièce d'identité, s'il vous plaît » ajouta-t-elle, une exigence qu'elle n'avait imposée à aucun des autres passagers. Élodie, toujours calme, sortit son permis de conduire de son portefeuille, notant du coin de l'œil que les voyageurs blancs s'installaient sans aucune vérification supplémentaire. Après un examen prolongé, Claire rendit les documents avec réticence. « Siège 2B, près du hublot », dit-elle d'un ton plat, sans le bienvenu à bord qu'elle avait offert aux autres. Élodie s'installa dans son siège, essayant de chasser l'inconfort qui montait en elle. Elle rangea son sac dans le compartiment supérieur, s'assit et ajusta son foulard en soie, un cadeau de sa mère pour son dernier anniversaire. Elle voulait savourer ce moment, ce rare instant où elle pouvait se sentir à sa place dans un espace de luxe. Mais elle ne pouvait ignorer les regards furtifs de Claire, qui semblait la surveiller comme si elle s'attendait à ce qu'Élodie commette une faute. Peut-être voler une serviette en lin ou demander un champagne hors de propos. Élodie tenta de se concentrer sur le magazine posé sur la tablette devant elle, mais l'impression d'être jugée persistait, comme une ombre pesante. Alors que l'embarquement touchait à sa fin, un tumulte éclata à l'entrée de la cabine. Jacques Morel, un homme d'affaires d'une cinquantaine d'années, vêtu d'un costume sur mesure, s'adressait à une autre hôtesse avec une indignation théâtrale. « C'est absolument inacceptable », s'écria-t-il, sa voix résonnant dans la cabine. « Je suis membre élite platine. Il doit y avoir une erreur dans ma réservation. » Élodie, curieuse, releva les yeux.
Elle vit Claire se précipiter vers lui, adoptant instantanément une expression empathique, bien différente de l'attitude qu'elle avait eue avec elle. « Quel est le problème, monsieur ?» demanda Claire, son ton mielleux contrastant avec sa froideur précédente. Jacques brandit un billet qu'Élodie devina être de classe économique. « Je voyage toujours en première classe, insista-t-il. Je ne sais pas comment cette erreur a pu se produire, mais il faut la corriger immédiatement. » Sans consulter le système informatique ni vérifier avec un supérieur, Claire hocha la tête avec assurance. « Laissez-moi voir ce que je peux faire, monsieur Morel. » À la stupéfaction d'Élodie, Claire se dirigea droit vers elle, un sourire forcé sur le visage. « Mademoiselle, je suis désolée, mais il semble y avoir une situation d'overbooking en première classe, » dit-elle, sa voix dégoulinant d'une politesse artificielle. Élodie cligna des yeux, déconcertée. « Overbooking? Mais j'ai confirmé mon siège hier et il reste des places libres. » Elle désigna le siège vide à côté d'elle. Claire balaya l'objection d'un geste vague. « Oui, eh bien, ces choses arrivent parfois. Monsieur Morel est l'un de nos membres élites platine les plus précieux et nous devons l'accommoder. Il y a un excellent siège en classe économique plus que nous pouvons vous proposer. » Élodie sentit une chaleur monter à ses joues, une colère mêlée d'humiliation. « Je suis désolé, mais j'ai payé ce siège avec mes points et je me suis enregistré à temps. Il n'y a aucune raison que je doive bouger. » L'expression de Claire se durcit. « Peut-être ne comprenez-vous pas comment cela fonctionne. En cas d'overbooking, nous devons faire des ajustements en fonction du statut des passagers. » Élodie, maintenant bien réveillée, répondit avec fermeté. « Mais il n'y a pas d'overbooking. Cet homme n'a pas de billet de première classe. Moi, si. » Plusieurs passagers commencèrent à prêter attention à l'échange. Une femme d'une trentaine d'années, Sophie Laurent, assise de l'autre côté de l'allée, sortit discrètement son téléphone et commença à filmer. Jacques Morel, debout derrière Claire, affichait un sourire satisfait, comme s'il était certain que l'issue lui serait favorable. « Je vais devoir insister, » dit Claire, sa voix montant d'un cran. « Si vous refusez de suivre les instructions de l'équipage, nous avons l'autorité de vous faire descendre de l'avion. » La menace plana dans l'air, lourde et humiliante. Élodie sentit son cœur s'accélérer, un mélange de rage et de honte l'envahissant. Elle n'avait rien fait de mal, et pourtant, elle était publiquement ciblée. « C'est parce que je suis noire, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle calmement, sa voix stable malgré ses mains tremblantes. Les yeux de Claire s'écarquillèrent, feignant l'indignation. « Comment osez-vous porter une telle accusation? Cela n'a rien à voir avec la race. C'est une question de politique de la compagnie et de respect envers nos clients, de haut statut. » Mais les passagers autour d'eux n'étaient pas dupes. Sophie continuait de filmer, et un autre passager, un homme âgé aux cheveux grisonnants, murmura quelque chose à sa voisine, visiblement mal à l'aise. Jacques Morel s'avança, son arrogance palpable. « Écoutez, si elle ne veut pas bouger, appelez la sécurité et faites-la sortir. J'ai une réunion importante à Nice, je ne peux pas être en retard. » Des larmes de frustration montèrent aux yeux d'Élodie, mais elle refusa de les laisser couler. Au lieu de cela, elle prit son téléphone. « Vous savez quoi? Je pense que mon père aura quelque chose à dire à ce sujet. » Claire ricana, croyant qu'Élodie bluffait. « Oh, vraiment? Papa va venir à la rescousse? Nous suivons le protocole standard ici. » Avec des doigts étonnamment stables, Élodie composa le numéro de son père. Après 2 sonneries, la voix profonde de Philippe Dubois répondit. « Élodie, tout va bien? »« Papa, » dit-elle, sa voix tremblant légèrement pour la première fois. « J'ai besoin de ton aide. » Elle expliqua rapidement la situation, décrivant le traitement discriminatoire qu'elle subissait. La cabine entière s'était tue, les passagers tendant l'oreille pour entendre la conversation. « Passe-moi cette hôtesse, » ordonna Philippe, son ton calme mais empreint d'une autorité inébranlable. Élodie tendit le téléphone à Claire, qui le prit avec une hésitation visible. « Ici Claire Beaumont, hôtesse de l'Air Senior, » dit-elle, tentant de maintenir une façade professionnelle. Ce qui suivit fut une conversation à sens unique qui fit pâlir Claire à chaque seconde. Les passagers ne pouvaient entendre les paroles de Philippe, mais l'effet était immédiat. « Oui, monsieur, » balbutia Claire. « Je n'étais pas au courant. Non, monsieur, je comprends. » Sa main tremblait maintenant alors qu'elle tenait le téléphone.
Le commandant? Oui, bien sûr, tout de suite, monsieur. Claire se précipita vers le cockpit et revint quelques instants plus tard avec le commandant de bord, un homme distingué d'une cinquantaine d'années, le capitaine André Lefebvre. Elle lui tendit le téléphone avec une expression de crainte. Capitaine André Lefebvre à l'appareil, dit-il avec assurance. Puis son visage changea, passant de la confiance à une gravité soudaine. Monsieur Dubois, le Philippe Dubois? Il écouta attentivement, hochant la tête. Je n'avais aucune idée, monsieur. Oui, je suis conscient de l'investissement significatif de votre entreprise dans Air France Luxe. Cette situation est totalement inacceptable, et je vous assure qu'elle sera traitée immédiatement. Le capitaine rendit le téléphone à Élodie, puis se tourna vers Claire avec un regard sévère. Mademoiselle Beaumont, Monsieur Morel doit retourner immédiatement à son siège assigné en classe économique. Le visage de Jacques Morel se tordit de rage. C'est scandaleux. Savez-vous qui je suis? Je suis vice-président exécutif chez Morel Finance. Monsieur, répondit le capitaine avec fermeté, vous avez acheté un billet en classe économique. Nous ne pouvons pas et ne déplacerons pas un passager de première classe légitimement assis pour vous accommoder. Veuillez retourner à votre siège, ou nous devrons vous faire descendre avant le départ. La sécurité fut appelée, non pas pour Élodie, mais pour escorter Jacques Morel lorsqu'il refusa de bouger volontairement. Alors qu'il était conduit hors de la cabine, il lança des menaces, promettant d'appeler le PDG de la compagnie et de faire licencier tout le monde. Une fois le calme revenu, le capitaine s'adressa personnellement à Élodie. Mademoiselle Dubois, au nom d'Air France Luxe, je tiens à vous présenter nos excuses les plus sincères pour cet incident. Votre vol sera entièrement pris en charge aujourd'hui. Claire fut assignée à d'autres tâches, loin de la première classe, et une jeune hôtesse, Antoine, prit la relève avec une chaleur et un professionnalisme authentiques. Alors que l'avion décollait, Élodie regarda par le hublot, ses émotions un mélange complexe de soulagement, de colère persistante et de malaise. Oui, elle avait remporté cette bataille, mais uniquement grâce à l'influence de son père. Et qu'en était-il des autres passagers noirs qui n'avaient pas un parent puissant à appeler? Combien d'entre eux avaient été forcés de céder leur siège légitimement acquis, faute de connexion pour se défendre? Pendant le vol, Sophie, la passagère qui avait filmé l'incident, s'approcha timidement. « Je suis désolée que vous ayez eu à vivre ça, » dit-elle. « J'ai posté la vidéo sur Twitter avec le hashtag Première classe noire. Les gens doivent savoir ce qui s'est passé. » Élodie la remercia, touchée par ce geste de solidarité. Une autre passagère, une femme âgée nommée Madame Lefebvre, lui adressa un sourire chaleureux. « De mon temps, on devait juste encaisser, » murmura-t-elle. « Je suis fière de voir des jeunes comme vous tenir tête. » Beau. Ces mots restèrent avec Élodie, lui rappelant que son combat n'était pas seulement le sien. Lorsqu'ils atterrirent à Nice, une équipe de représentants d'Air France Luxe attendait au terminal, menée par le directeur régional du service client, M. Dupont. Il s'excusa profusément, assurant qu'une enquête était en cours et que la compagnie ne tolérait pas la discrimination. Mais Élodie ne savait pas encore que la vidéo de Sophie avait déjà été vue des milliers de fois sur les réseaux sociaux. Le hashtag Première classe noire commençait à devenir viral et son acte de résistance personnelle contre la discrimination allait bientôt devenir une cause publique. Alors qu'elle quittait l'aéroport, son téléphone vibra avec une notification. Un message d'Amélie, sa meilleure amie à la Sorbonne. « Élodie, tu es partout sur Internet, les gens sont furieux et un groupe d'étudiants veut organiser une réunion pour te soutenir. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? » Élodie prit une profonde inspiration. Ce qui avait commencé comme une humiliation personnelle sur un vol s'était transformé en quelque chose de beaucoup plus grand. Elle n'avait pas seulement défendu son siège, elle avait mis en lumière une vérité inconfortable sur la société française et ses institutions. Alors qu'elle montait dans un taxi pour rejoindre son hôtel, elle se demanda, était-elle prête à devenir le visage d'un mouvement? Et si elle l'était, à quel prix? La vidéo postée par Sophie Laurent,
capturant l'humiliation d'Élodie Dubois dans la cabine de première classe d'Air France Luxe, s'était propagé comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux. Le hashtag première classe noire dominait les tendances sur Twitter en France, et des milliers de personnes partageaient leurs propres récits de discrimination, dans les airs comme ailleurs. Élodie, encore secouée par l'incident à bord du vol Paris-Nice, se retrouva propulsée au centre d'une tempête médiatique qu'elle n'avait pas anticipée. Assise dans sa chambre d'hôtel à Nice, elle faisait défiler son téléphone, lisant les messages de soutien, mais aussi les commentaires acerbes qui l'accusaient d'exagérer ou de chercher la gloire. Son père, Philippe Dubois, PDG de Dubois Technologies et investisseur influent dans Air France Luxe, l'applatèrent dans la soirée. Élodie, ce n'est plus seulement une question de siège d'avion, dit-il, sa voix grave teintée d'inquiétude. Tu as touché un nerf sensible. Les gens parlent, mais les puissants vont contre-attaquer. Es-tu prête pour ce qui vient? Élodie, encore incertaine, répondit doucement. Je ne sais pas, papa, mais je ne peux pas laisser ça passer. Pas après ce qu'ils m'ont fait. Ce qu'elle ignorait encore, c'était que cette bataille allait révéler des vérités troublantes sur les pratiques d'Air France Luxe et mettre à l'épreuve sa résilience, celle de sa famille et de ses alliés. De retour à Paris, Élodie contacta Isabelle Martin, une avocate renommée pour ses combats en faveur des droits humains. Isabelle, une femme d'une quarantaine d'années, à l'allure élégante mais au regard perçant, dirigeait un cabinet spécialisé dans les affaires de discrimination systémique. Dans son bureau du 8e arrondissement, décoré de gravures anciennes et de récompenses juridiques, elle écouta Élodie relater l'incident avec une attention minutieuse. « Ce que vous décrivez n'est pas isolé », dit Isabelle, tapotant un stylo sur son bureau. Les compagnies aériennes, comme beaucoup d'institutions françaises, opèrent souvent sous un vernis d'égalité qui cache des pratiques discriminatoires. Nous pouvons transformer votre expérience en un cas d'école. Êtes-vous prête à aller jusqu'au bout? Ça? Élodie hocha la tête, déterminée, bien qu'un nœud d'anxiété se formât dans son estomac. Elle savait que porter plainte contre une entreprise aussi puissante qu'Air France Luxe attirerait l'attention, mais aussi des représailles. Isabelle déposa une plainte au nom d'Élodie contre Air France Luxe, accusant la compagnie de discrimination raciale et de violation des droits des passagers. La nouvelle fit la une des journaux. Le Monde titra « Une étudiante de la Sorbonne accuse Air France Luxe de racisme », tandis que Libération publia un éditorial intitulé « L'égalité dans les airs ». Un mythe français? Sur les réseaux sociaux, le hashtag « Première classe noire » continuait de gagner du terrain, alimenté par des témoignages d'autres passagers, majoritairement noirs ou maghrébins, qui décrivaient des expériences similaires. Contrôles excessifs, suspicions injustifiées, voire déclassements arbitraires. Une femme, Aïcha, raconta comment on lui avait demandé de prouver qu'elle avait bien acheté son billet en classe affaires, tandis qu'un homme, Karim, décrivit avoir été relégué à l'arrière d'un avion malgré un billet premium. Ces récits, relayés par des influenceurs et des militants, transformèrent l'incident d'Élodie en un symbole de l'injustice systémique. Mais le revers de cette visibilité fut rapide et brutal. À la Sorbonne, Élodie sentit un changement dans l'attitude de ses camarades. Certains, comme son amie Amélie, une étudiante en sciences politiques au tempérament fougueux, la soutinrent sans réserve, organisant un groupe de discussion sur le campus pour mobiliser les étudiants. « Ce n'est pas juste ton combat, Élodie », lui dit Amélie lors d'un déjeuner à la cafétéria universitaire. « C'est celui de tous ceux qui sont jugés avant même d'ouvrir la bouche. » D'autres, cependant, commencèrent à l'éviter, craignant que s'associer à elle ne ternisse leur propre réputation dans un milieu académique où l'image était tout. Un professeur, M. Garnier, connu pour ses remarques acerbes, la prit à part après un cours. Votre médiatisation est une distraction. La Sorbonne valorise l'excellence académique, pas les croisades publiques. Élodie, piquée au vif, répondit calmement. Avec tout le respect que je vous dois, monsieur, je ne fais que défendre mon droit d'être traité comme n'importe quel autre passager.
Garnier haussa les épaules, mais son regard laissait entendre qu'il ne voyait pas les choses du même œil. Pendant ce temps, Philippe Dubois faisait face à ses propres défis. Dubois Technologies, son entreprise en pleine croissance, spécialisée dans les logiciels de cybersécurité, reçut une notification d'un audit surprise de la part des autorités fiscales. Philippe, un homme pragmatique habitué aux jeux de pouvoir dans le monde des affaires, trouva le timing suspect. Lors d'un appel sécurisé avec Élodie, il confia: ce n'est pas une coïncidence. Quelqu'un tire les ficelles. Air France Luxe a des connexions puissantes, et ils savent que je suis un actionnaire influent. Ils veulent nous intimider. Élodie, alarmée, demanda: tu penses que c'est lié à ma plainte? Philippe soupira. Dans le monde des affaires, ma chérie, rien n'est jamais un hasard. L'escalade des tensions prit une tournure plus inquiétante lorsqu'Élodie reçut un courriel anonyme, envoyé depuis une adresse cryptée. Abandonne ta plainte ou tu regretteras les conséquences. Le message, rédigé dans un français formel mais menaçant, la laissa glacée. Elle le transmit immédiatement à Isabelle, qui alerta les autorités. Mais ce n'était que le début. Quelques jours plus tard, en rentrant chez elle dans le 5e arrondissement, Élodie traversait un passage piéton près du Panthéon quand une berline noire accéléra soudainement, manquant de la renverser. Un passant, un jeune homme nommé Lucas, l'attira en arrière juste à temps. « Vous allez bien » demanda-t-il, essoufflé. Élodie, tremblante, hocha la tête, mais son esprit s'emballa. Était-ce un accident ou une tentative délibérée pour l'effrayer? Elle contacta Isabelle, qui insista pour qu'elle active le suivi de localisation sur son téléphone et ne se déplace plus seule. « Ils jouent dur », dit l'avocate, « mais cela prouve qu'ils ont peur de ce que nous pouvons révéler. » Un allié inattendu émergea dans cette tourmente. Julien, un employé d'Air France Luxe qui travaillait au service clientèle. Julien, un homme discret d'une trentaine d'années, avait été témoin de pratiques douteuses au sein de la compagnie. Lors d'une rencontre secrète dans un café discret près de la gare Saint-Lazare, il tendit à Élodie une clé USB contenant des documents internes. « J'ai vu comment il traite les plaintes des passagers non blancs, » murmura-t-il, jetant des regards nerveux autour de lui. Les réclamations pour discrimination sont systématiquement classées comme non prioritaires dans le système. Et il y a pire. Ils utilisent un algorithme pour optimiser l'attribution des sièges en première classe, et ils favorisent les profils qu'ils jugent conformes à l'image de marque. Élodie, abasourdie, demanda: « Vous voulez dire qu'ils ciblent les passagers selon leur apparence? » Julien hocha la tête. Pas explicitement, mais les critères, nom, adresse, photo de profil des comptes de fidélité, pointent souvent vers des passagers non blancs pour des réajustements. Ces révélations donnèrent à Isabelle un levier juridique puissant. Elle déposa une requête pour élargir la plainte en une action collective, regroupant d'autres passagers ayant subi des discriminations similaires. Amélie, toujours à l'avant-garde, aida Élodie à créer un forum en ligne sécurisé où les victimes pouvaient partager leurs expériences. En quelques semaines, plus de 100 personnes, dont une professeure d'université nommée Fatou, un cadre d'entreprise nommé Mehdi et une retraitée nommée Madame Dubois, sans lien de parenté, avaient rejoint la cause. Leurs récits, souvent accompagnés de photos ou de courriels échangés avec Air France Luxe, dressaient un tableau accablant d'un système conçu pour maintenir une certaine homogénéité dans les cabines premium. Mais les pressions s'intensifièrent. À la Sorbonne, Élodie reçut une convocation du doyen, M. Lefort, un homme austère connu pour son attachement aux traditions académiques. Dans son bureau, entouré de boiseries anciennes, il l'accueillit avec un sourire crispé. « Mademoiselle Dubois, votre présence médiatique devient problématique. Nous avons reçu des plaintes de donateurs et d'anciens élèves qui estiment que votre affaire nuit à la réputation de l'université. » Élodie, indignée, répondit: « Avec tout le respect, monsieur, je ne fais que défendre mes droits. Si l'université trouve cela embarrassant, peut-être devrait-elle se demander pourquoi elle craint de soutenir une étudiante confrontée à une injustice. » Le doyen, impassible, rétorqua: « La Sorbonne doit rester un lieu d'excellence académique, pas un champ de bataille pour des causes sociales. » Élodie quitta le bureau. Le cœur lourd,
sentant que même son refuge académique se retournait contre elle. Sur le front professionnel, Philippe faisait face à des obstacles croissants. Plusieurs contrats majeurs de Dubois Technologies furent annulés sans explication et des rumeurs de problèmes de conformité commencèrent à circuler dans les cercles financiers. Lors d'un dîner avec un vieil ami, un banquier nommé François, Philippe apprit que des pressions venaient de Morel Finance, l'entreprise de Jacques Morel, qui détenait des parts importantes dans Air France Luxe. « Ils ne jouent pas à la loyale », confia François. « Ils utilisent leur influence pour t'isoler. Si tu ne fais pas plier Élodie, ils s'en prendront à ton entreprise. » Philippe, furieux mais résolu, répondit « Ils sous-estiment ma fille. Et moi ?» Élodie, de son côté, trouva un soutien inattendu en la personne de Marie, une journaliste d'investigation travaillant pour Le Figaro. Marie, qui avait suivi l'affaire depuis le début, contacta Élodie pour lui proposer une collaboration. « J'ai des sources au sein d'Air France Luxe », expliqua-t-elle lors d'une rencontre dans un bistrot du Marais. « Ils savent que votre plainte menace de révéler des pratiques qu'ils cachent depuis des années. Je peux creuser, mais j'ai besoin de votre confiance. » Élodie, après avoir consulté Isabelle, accepta. Marie publia un article explosif révélant des liens financiers entre Jacques Morel et des cadres d'Air France Luxe, suggérant que l'incident n'était pas un simple malentendu, mais le résultat d'une culture d'entreprise profondément biaisée. Cependant, la riposte d'Air France Luxe fut rapide. Leur équipe de communication diffusa un communiqué laconique. Air France Luxe enquête sur l'incident impliquant Mademoiselle Dubois. Nous avons une politique de tolérance zéro envers la discrimination et prenons ces allégations au sérieux. L'hôtesse concernée a été suspendue en attendant les résultats de l'enquête. Mais sur les réseaux sociaux, des comptes anonymes commencèrent à attaquer Élodie, la dépeignant comme une opportuniste cherchant à exploiter la carte raciale. Des messages haineux inondèrent sa boîte mail universitaire. « Reste à ta place. Tu ne mérites pas la première classe. » Certains étaient plus menaçants. « Attention à toi, on te surveille. » Élodie, bien que secouée, refusa de céder à la peur. Elle partagea les messages avec Isabelle, qui les transmit à la police, bien que les autorités semblassent sceptiques. « Ce sont probablement des trolls », dit un officier. « Les réseaux sociaux sont pleins de ce genre de choses. » Un soir, alors qu'Élodie rentrait chez elle après une longue journée de cours, elle trouva sa porte entr'ouverte. À l'intérieur, ses affaires étaient en désordre, et un mot écrit à la main en rouge sur son mur disait « Abandonne ou tu le regretteras ». Élodie appela immédiatement la police et Amélie, qui accourut pour la soutenir. « C'est lié à l'affaire, n'est-ce pas ?» demanda Amélie, les yeux pleins d'inquiétude. Élodie, encore sous le choc, hocha la tête. « Ils veulent me faire taire. Mais je ne vais pas me laisser intimider. » Isabelle, informée de l'incident, insista pour qu'Élodie prenne des précautions supplémentaires, changer ses trajets, éviter de voyager seule et installer une alarme à son appartement. Elle engagea également un expert en cybersécurité pour analyser les courriels menaçants. Pendant ce temps, Julien, l'employé d'Air France Luxe, envoya à Élodie un nouveau lot de documents. Parmi eux se trouvait un courriel interne entre cadres supérieurs discutant de la « gestion des plaintes sensibles », un euphémisme pour ignorer les accusations de discrimination. Un passage en particulier retint l'attention d'Isabelle. « Maintenir le confort de notre clientèle principale dans les cabines premium est une priorité. Les réclamations doivent être gérées avec discrétion pour éviter tout impact sur l'image de marque. Ils savent exactement ce qu'ils font, » dit Isabelle à Élodie lors d'une réunion dans son bureau. « Et ils savent que nous sommes sur leurs traces. » La pression atteignit un point culminant lorsque Philippe reçut un appel d'un contact au ministère de l'Économie, l'informant que des enquêtes supplémentaires étaient lancées contre Dubois Technologies, cette fois pour de prétendues irrégularités comptables. « Ils essaient de nous briser », dit-il à Élodie lors d'un appel sécurisé, « mais ils ont sous-estimé une chose, notre détermination. » Élodie, bien que terrifiée par l'ampleur des représailles, sentit une flamme de résolution s'allumer en elle. « Papa, nous ne pouvons pas reculer maintenant. Si nous abandonnons, ils gagneront, et rien ne changera pour les autres. » Encouragée par Amélie, Élodie décida de transformer sa plainte individuelle en une action collective.
Elle organisa une réunion secrète avec d'autres plaignants dans un café du quartier latin, où Fatou, Mehdi et Madame Dubois partagèrent leurs expériences. Fatou, une professeure d'histoire, raconta comment elle avait été déclassée d'un vol transatlantique sans explication, tandis que Mehdi décrivit des contrôles répétés qui semblaient viser uniquement les passagers d'origine africaine ou maghrébine. Madame Dubois, une retraitée élégante, confia avec émotion. « J'ai voyagé toute ma vie, mais je n'ai jamais osé réserver en première classe de peur d'être regardée comme une intruse. Votre courage, Élodie, me donne de l'espoir. » Ces témoignages renforcèrent la détermination d'Élodie. Avec l'aide d'Isabelle, elle prépara un dossier solide pour la cour, appuyé par les documents de Julien et les vidéos des passagers. Mais alors que l'affaire prenait de l'ampleur, une nouvelle menace émergea. Marie, la journaliste, découvrit que Jacques Morel n'était pas un simple passager mécontent. Il siégeait dans des conseils d'administration aux côtés de cadres d'Air France Luxe et avait des liens financiers étroits avec la maison mère de la compagnie. « Ce n'était pas un hasard s'il a ciblé ton siège », expliqua Marie à Élodie lors d'une rencontre dans un parc discret. « Il savait que l'équipage le soutiendrait. Ils protègent une certaine image de la première classe, et toi, tu ne correspondais pas à leur idéal. » Alors que la nuit tombait sur Paris, Élodie s'assit dans son petit appartement, les lumières de la ville scintillant à travers sa fenêtre. Elle relut les messages de soutien sur le forum en ligne, mais aussi les menaces qui continuaient d'arriver. Elle pensa à sa sœur cadette, Clara, une lycéenne de 16 ans qui commençait à être harcelée à l'école à cause de l'affaire. « Les autres élèves disent que tu joues la victime pour attirer l'attention », lui avait confié Clara en pleurs. Élodie sentit son cœur se serrer. Elle avait voulu défendre ses droits, mais maintenant, sa famille payait le prix. Pourtant, en repensant aux paroles de Madame Dubois, elle sut qu'elle ne pouvait pas abandonner. Ce combat n'était plus seulement le sien. Il appartenait à tous ceux qui avaient été humiliés, ignorés ou exclus à cause de leur couleur de peau. Elle envoya un message à Isabelle. « Nous allons de l'avant. Action collective. Peu importe ce qu'il nous lance. » Alors qu'elle posait son téléphone, une notification apparut. Un courriel anonyme avec un objet énigmatique. « Ce qu'Air France Luxe ne veut pas que vous sachiez. » Le cœur battant, Élodie ouvrit le message. À l'intérieur, un fichier détaillait un algorithme utilisé par la compagnie pour gérer les profils de passagers dans les cabines premium. Les termes étaient soigneusement choisis pour éviter toute mention explicite de race, mais les critères, nom à consonance non européenne, adresse dans certains quartiers, photos de profil, révélaient une vérité accablante. Air France Luxe avait construit un système pour écarter les passagers comme Élodie des espaces de prestige. Elle transmit immédiatement le document à Isabelle, qui répondit avec un enthousiasme contenu. « C'est la pièce manquante. Avec ça, nous pouvons prouver l'intention. Prépare-toi, Élodie. La bataille va devenir plus rude, mais nous sommes plus proches que jamais. » Alors que la lumière de la lune baignait son appartement, Élodie sentit une étrange sérénité l'envahir. Elle n'était plus seule. Avec Amélie, Julien, Marie et les dizaines de plaignants qui se joignaient à elle, elle construisait une coalition capable de défier une institution aussi puissante qu'Air France Luxe. Mais elle savait que le chemin serait semé d'embûches et que les forces alignées contre elle ne reculeraient devant rien pour protéger leurs privilèges. La salle d'audience du tribunal judiciaire de Paris était pleine à craquer, les murmures des journalistes, des observateurs juridiques et des plaignants résonnant doucement contre les murs ornés de boiseries. Élodie Dubois, assise au premier rang à côté de son avocate Isabelle Martin, sentait son cœur battre à tout rompre. Ce qui avait commencé comme une humiliation personnelle à bord d'un vol Air France Luxe reliant Paris à Nice, s'était transformé en une bataille juridique d'envergure nationale, une action collective regroupant des dizaines de victimes de discrimination raciale. Les preuves s'étaient accumulées, documents internes révélant un algorithme discriminatoire, témoignages d'anciens employés et vidéos virales qui avaient enflammé les réseaux sociaux sous le hashtag #Première classe noire. Mais ce jour-là, Élodie n'était pas seulement une plaignante, elle était devenue le visage d'un mouvement pour l'égalité dans les airs et au-delà.
Alors qu'Isabelle se levait pour présenter leur dossier devant la juge Claire Dubois, aucun lien de parenté, une femme connue pour sa rigueur et son impartialité, Élodie prit une profonde inspiration. Ce moment, elle le savait, déterminerait non seulement l'issue de leur affaire, mais aussi la capacité de la société française à confronter ses propres failles. Le procès avait atteint un tournant décisif. Isabelle, avec sa précision méthodique, présenta les preuves accumulées au fil des mois. Les documents divulgués par Julien, l'employé d'Air France Luxe devenu lanceur d'alerte, révélaient un algorithme conçu pour optimiser l'attribution des sièges en première classe, en utilisant des critères comme les noms, les adresses et les photos de profil pour écarter les passagers non conformes à l'image élitiste de la compagnie. « Ce n'est pas une erreur isolée, votre honneur », déclara Isabelle, sa voix résonnant dans la salle. C'est un système délibéré, conçu pour maintenir une certaine homogénéité dans les cabines premium, au détriment des passagers noirs, maghrébins et d'autres minorités. Elle projeta des extraits d'emails internes où des cadres discutaient de la nécessité de préserver le confort de notre clientèle principale, un euphémisme à peine voilé pour privilégier les passagers blancs. Les témoignages des plaignants, dont Fatou, la professeure d'histoire, et Mehdi, le cadre d'entreprise, renforçaient ces accusations, décrivant des expériences répétées de contrôles excessifs et de déclassements arbitraires. Mais le moment le plus marquant vint lorsque Claire Beaumont, l'hôtesse de l'air au centre de l'incident initial, prit la parole. Autrefois symbole de la défense d'Air France Luxe, elle avait changé de camp après avoir été marginalisée par la compagnie. « J'ai cru suivre le protocole », admit-elle, les larmes aux yeux, sa voix tremblante sous le poids de la honte. Mais j'ai compris que nos formations nous incitaient à identifier les passagers qui ne semblaient pas à leur place en première classe. Ces instructions, bien que jamais explicites, visaient clairement les personnes de couleur. J'ai fait partie de ce système, et je veux maintenant contribuer à le changer. Son témoignage d'une honnêteté brutale fit sensation dans la salle. Même la juge Claire Dubois, habituellement impassible, sembla touchée, notant quelque chose sur son carnet. Jacques Morel, l'homme d'affaires qui avait exigé le siège d'Élodie, fut appelé à témoigner. Son arrogance initiale avait cédé la place à une nervosité palpable, exacerbée par une enquête en cours de l'Autorité des marchés financiers, AMF, sur Morel Finance, son entreprise, pour manipulation de marché et pression sur Dubois Technologies. Sous les questions incisives d'Isabelle, Morel bafouilla, incapable d'expliquer pourquoi il avait ciblé spécifiquement le siège d'Élodie alors que d'autres places étaient libres. « Monsieur Morel » demanda Isabelle, brandissant une photo de la cabine prise par une caméra de sécurité. « Pouvez-vous expliquer pourquoi vous avez insisté pour prendre le siège de mademoiselle Dubois, qui était clairement installée et lisait un livre ?» Morel, mal à l'aise, répondit « J'ai cru qu'il était disponible. » Isabelle poursuivit, implacable. « Et vos 30 réunions avec des cadres d'Air France Luxe au cours de l'année dernière? Était-ce également une coïncidence? » Les réponses évasives de Morel, ponctuées de « je ne me souviens pas » et « à ma connaissance », sapèrent sa crédibilité. Pendant ce temps, Philippe Dubois orchestriait une contre-attaque financière. En tant qu'investisseur influent, il avait mobilisé une coalition d'actionnaires représentant près de 45% des parts d'Air France Luxe pour exiger des changements au sein du conseil d'administration. Lors d'une réunion extraordinaire à la Chambre de commerce et d'industrie de Paris, il présenta les preuves de discrimination systémique, appuyées par des statistiques compilées par Fatou. Ces analyses montraient que les passagers noirs et maghrébins étaient 26 fois plus susceptibles d'être déclassés ou soumis à des contrôles excessifs que leurs homologues blancs, même en tenant compte des variables comme le type de billet ou le statut de fidélité. Ces pratiques ne sont pas seulement moralement répréhensibles, déclara Philippe, sa voix ferme résonnant dans l'amphithéâtre. Elles exposent l'entreprise à des risques juridiques et financiers majeurs. Les investisseurs éthiques, y compris les fonds de pension et les institutions publiques, ne toléreront pas cela. Plusieurs actionnaires, dont un représentant du Fonds souverain norvégien, exprimèrent leur indignation et demandèrent de la démission du PDG, Richard Beaumont. La pression publique s'intensifiait également.
Marie, la journaliste d'investigation, publia un article dévastateur dans Le Figaro, révélant des liens financiers entre Morel Finance et Air France Luxe, ainsi que des preuves de tentatives de la compagnie pour étouffer l'affaire d'Élodie. L'article, intitulé Air France Luxe, un système de privilèges cachés, déclencha une vague de manifestations devant le siège de la compagnie à Roissy. Des militants, menés par Amélie et un collectif étudiant de la Sorbonne, brandissaient des pancartes proclamant « L'égalité dans les airs, maintenant » et « Première classe pour tous ». Les médias internationaux commencèrent à couvrir l'affaire, The Guardian publiant un éditorial comparant le scandale à des cas similaires aux États-Unis, tandis que France 24 organisa un débat télévisé où des experts en droits humains dénoncèrent les biais systémiques dans l'industrie aérienne française. Mais les forces alignées contre Élodie ne s'avouaient pas vaincues. Air France Luxe engagea une équipe juridique agressive, dirigée par Maître Jean-Pierre Duval, un avocat connu pour défendre de grandes entreprises. Duval tenta de discréditer Élodie, insinuant qu'elle avait provoqué l'incident pour attirer l'attention. Lors d'une audience, il projeta des tweets qu'Élodie avait postés 3 ans plus tôt, où elle dénonçait les inégalités sociales en France. « N'est-il pas possible, mademoiselle Dubois, que vous ayez interprété les actions de madame Beaumont comme discriminatoires parce que vous cherchez constamment des injustices ?» demanda-t-il, un sourire narquois aux lèvres. Élodie, préparée par Isabelle, répondit avec calme. « Monsieur Duval, si vérifier mon billet 3 fois, me demander mon identité sans raison et tenter de me déclasser pour un passager sans billet de première classe n'est pas de la discrimination, alors expliquez-moi ce que c'est. » Un murmure d'approbation parcourut la salle, et même la juge sembla réprimer un sourire. Un coup décisif fut porté lorsque Julien, le lanceur d'alerte, fournit un enregistrement audio d'une réunion entre Richard Beaumont et des cadres supérieurs, obtenu par un ancien collègue. Dans l'enregistrement, Beaumont discutait de la nécessité de « gérer l'incident Dubois sans admettre de faute systémique. Si nous cédons, d'autres plaintes suivront, disait-il. Nous devons protéger notre image de marque à tout prix. » Isabelle présenta cet enregistrement à la cour, arguant qu'il prouvait non seulement une discrimination intentionnelle, mais aussi une conspiration pour étouffer les plaintes. La juge Claire Dubois, visiblement troublée, ordonna une découverte complète des communications internes d'Air France Luxe, rejetant les objections de Duval. Alors que le procès progressait, Élodie faisait face à des pressions croissantes dans sa vie personnelle. À la Sorbonne, un groupe anonyme diffusa des affiches sur le campus, la qualifiant de « militante opportuniste ». Sa sœur Clara, toujours harcelée à l'école, appela en pleurs un soir. « Ils ont créé une page Instagram pour se moquer de toi. Ils disent que tu mens pour de l'argent. » Élodie, déchirée, tenta de réconforter Clara, mais le poids de l'isolement grandissait. Même Amélie, son alliée la plus fidèle, confia qu'elle recevait des messages hostiles pour son soutien à Élodie. « Les gens ont peur du changement, » dit Amélie, serrant la main d'Élodie. « Mais tu leur fais peur aussi, et c'est une bonne chose. » Un nouvel allié émergea en la personne de Léa, une ancienne hôtesse d'Air France Luxe qui avait quitté la compagnie après avoir été témoin de pratiques discriminatoires. Lors d'une réunion avec Isabelle, Léa proposa de collaborer à la refonte des programmes de formation des équipages. « J'ai vu comment on nous apprenait à identifier les passagers problématiques, » expliqua-t-elle. Ce n'était jamais dit ouvertement, mais tout le monde comprenait que cela visait les personnes de couleur. Je veux aider à créer un système basé sur le respect et l'égalité. Élodie, touchée par son courage, accepta de travailler avec elle, voyant en Léa une chance de transformer la victoire juridique en un changement concret. Alors que le procès approchait de sa conclusion, Air France Luxe, acculé par les preuves et la pression publique, fit une offre de règlement sans précédent. Lors d'une réunion secrète à l'hôtel Lutetia, leurs avocates proposèrent 150 millions d'euros, répartis entre les plaignants, ainsi qu'un engagement à réformer leur système et à créer un bureau indépendant pour surveiller l'équité des passagers. « Ils capitulent », dit Isabelle à Élodie et Philippe dans son bureau tard dans la nuit. « Mais nous devons décider ce que signifie la victoire. Ce n'est pas seulement une question d'argent, mais de transformation. » Élodie réfléchit longuement. « Ce n'était jamais seulement pour moi, dit-elle.
C'est pour tous ceux qui ont été humiliés, pour ceux qui n'ont pas les moyens de se battre. Nous devons obtenir des changements qui empêcheront cela de se reproduire. Après des négociations intenses, un accord fut conclu. La juge Claire Dubois annonça le règlement dans une salle d'audience silencieuse. Dans l'affaire Dubois et Hall contre Air France Luxe, les parties sont parvenues à un accord que je juge équitable et dans l'intérêt public. Les termes étaient historiques, 75 millions d'euros pour les plaignants, 50 millions pour un fonds d'indemnisation des victimes de discrimination et 25 millions pour financer des réformes structurelles. Air France Luxe s'engagea à éliminer son algorithme discriminatoire, à réviser ses programmes de formation avec la contribution d'organisations de droits humains et à établir un bureau d'équité des passagers avec un pouvoir réel pour enquêter sur les plaintes. Contrairement à la plupart des règlements, il n'y avait aucune clause de confidentialité permettant aux plaignants de partager leurs expériences librement. Les répercussions furent immédiates. D'autres compagnies aériennes, craignant des poursuites similaires, commencèrent à examiner leurs propres pratiques. La Fédération internationale des transports aériens organisa une réunion d'urgence pour établir de nouvelles normes d'équité. Philippe, capitalisant sur son influence, lança une initiative nationale, Égalité dans les voyages, réunissant compagnies aériennes, associations de droits humains et régulateurs pour promouvoir la transparence et la responsabilité. Élodie, quant à elle, utilisa une partie de sa compensation pour créer la Fondation Justice en première classe, offrant un soutien juridique aux victimes de discrimination sans ressources. La Fondation s'associa à des écoles de droit, dont la Sorbonne, pour former la prochaine génération d'avocats engagés dans la lutte pour l'égalité. 5 ans plus tard, une étude indépendante montra une baisse de 65% des incidents signalés de discrimination dans l'industrie aérienne française, un héritage direct du règlement Dubois. Lors d'un vol pour une conférence à Bordeaux, Élodie monta à bord d'un avion d'Air France Luxe et fut accueillie par une hôtesse souriante. « Mademoiselle Dubois, c'est un honneur de vous avoir à bord. Votre combat a tout changé. » Dans la cabine de première classe, Élodie remarqua une diversité de passagers, noirs, maghrébins, asiatiques, tous traités avec le même respect. À côté d'elle, une femme âgée, Madame Traoré, vérifia son billet avec hésitation. « C'est ma place ?» demanda-t-elle timidement. Élodie sourit. « Oui, madame, c'est votre place. Bienvenue en première classe. Vous y appartenez. » Madame Traoré s'installa, un mélange de joie et d'appréhension dans les yeux. « C'est ma première fois, » confia-t-elle. « J'avais toujours peur de réserver en première classe. J'ai entendu trop d'histoires. » Élodie, émue, répondit. « Les choses ont changé. Profitez-en. Vous l'avez mérité. » Alors que l'avion décollait, Élodie réfléchit à ce que signifiait le véritable changement. Ce n'étaient pas seulement les victoires juridiques ou les réformes politiques, mais ces moments où une femme comme Madame Traoré pouvait enfin se sentir à sa place, sans crainte ni honte. Ce combat, avec ses menaces, son isolement et ses doutes, en valait la peine, car il avait ouvert des portes, non seulement dans les airs, mais dans le cœur de ceux qui, comme Élodie, refusaient d'accepter l'injustice comme une fatalité. L'histoire d'Élodie Dubois, cette jeune étudiante en droit de la Sorbonne qui a défié Air France Luxe pour défendre son droit à être traitée avec dignité, est bien plus qu'un simple récit de discrimination sur un vol. C'est une ode à la résilience, à la solidarité et à l'engagement pour l'égalité, des valeurs profondément ancrées dans la culture française, où les idéaux de liberté, égalité et fraternité résonnent comme un appel à l'action. À travers son combat, Élodie incarne le courage d'une génération qui refuse de se taire face à l'injustice, tout en mettant en lumière les défis systémiques qui persistent dans une société prônant l'universalisme. En tant que Français, nous pouvons tirer de son parcours des leçons précieuses, applicables à notre vie quotidienne, pour construire un avenir où chacun a sa place, quelle que soit son origine ou son apparence. Le premier enseignement de l'histoire d'Élodie est celui de la persévérance face à l'adversité. Lorsqu'elle fut confrontée à l'humiliation dans la cabine de première classe, Élodie aurait pu céder, accepter le déclassement et éviter le conflit. Mais elle a choisi de tenir bon, non pas par orgueil, mais par un sens profond de la justice. Ce choix reflète une valeur fondamentale en France,
la défense des droits individuels, même lorsque cela implique de s'opposer à des institutions puissantes. Dans nos vies, nous rencontrons tous des moments où il est plus facile de baisser la tête, face à une remarque injuste au travail, une discrimination subtile dans un espace public ou une pression sociale pour rester silencieux. Élodie nous enseigne qu'il faut du courage pour dire non, mais que ce non peut ouvrir la voie à des changements significatifs, non seulement pour soi, mais pour les autres. Une autre leçon essentielle est l'importance de la solidarité. Élodie n'a pas gagné seule. Son amie Amélie, le lanceur d'alerte Julien, la journaliste Marie, et les nombreux plaignants qui ont rejoint son action collective ont formé une coalition qui a transformé une plainte individuelle en un mouvement pour l'égalité. En France, où l'esprit de fraternité est célébré, cette solidarité rappelle que les combats pour la justice sont plus forts lorsqu'ils sont portés collectivement. Dans nos cercles, qu'il s'agisse de collègues, d'amis ou de voisins, nous pouvons nous inspirer de cette unité pour soutenir ceux qui sont marginalisés. Un simple geste, comme écouter une victime d'injustice ou amplifier sa voix, peut faire une différence. L'histoire d'Élodie met également en lumière la nécessité de confronter les biais systémiques, même lorsqu'ils sont masqués par des euphémismes ou des protocoles. L'algorithme d'Air France Luxe, conçu pour optimiser les cabines premium, était un exemple de discrimination institutionnalisée, cachée derrière un langage neutre. En France, où l'on valorise l'égalité devant la loi, cette révélation nous oblige à examiner les systèmes qui nous entourent, dans les entreprises, les écoles ou même les administrations publiques, pour identifier les pratiques qui, intentionnellement ou non, excluent certains groupes. Cela nous pousse à poser des questions difficiles. Nos politiques sont-elles vraiment équitables? Nos institutions reflètent-elles les valeurs que nous proclamons? Enfin, Élodie nous rappelle l'importance de transformer la douleur en action constructive. Au lieu de s'enfermer dans la colère ou la peur, elle a créé la Fondation Justice en première classe, offrant un soutien juridique aux victimes sans ressources. Cette démarche incarne l'esprit français d'engagement civique, où l'on ne se contente pas de critiquer, mais où l'on bâtit des solutions durables. Dans nos vies, nous pouvons adopter cette approche en transformant nos frustrations en initiatives positives. Organiser des discussions communautaires, sensibiliser à l'égalité ou soutenir des associations qui luttent pour la justice. Si l'histoire d'Élodie vous a touché, si vous croyez que chacun mérite d'être respecté pour ce qu'il est, alors agissez dès maintenant. Cliquez sur le bouton J'aime pour montrer votre soutien à ce combat pour l'égalité. Partagez cette vidéo avec vos amis, votre famille, vos collègues, pour que ce message de courage et de justice atteigne le plus grand nombre. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires inspirantes de personnes ordinaires qui changent le monde. Et dans les commentaires, partagez votre propre expérience. Avez-vous déjà défendu vos droits ou soutenu quelqu'un face à une injustice? Écrivez 1. Si vous avez tenu tête à une discrimination, ou 2. Si l'histoire d'Élodie vous inspire à être plus courageux à l'avenir. Ensemble, faisons entendre nos voix pour un monde où chacun a sa place, dans les airs comme sur terre.